Bonjour, je suis Omar Moudouira, le réalisateur d'Un été à Boujade, qui est sélectionné au Festival d'Angoulême. Alors, à travers ce film, j'ai voulu raconter un peu une immigration à l'envers, à travers l'histoire d'une famille, d'un père surtout, Messaoud, dans les années 80, qui décide de faire le chemin inverse des autres immigrés, c'est-à-dire qui décide, après 20 ans d'usine, de passer de la France au Maroc, donc de rentrer au pays. Et cette histoire, j'ai voulu la raconter du point de vue d'un enfant, d'un adolescent de 13 ans, qui s'appelle Karim, et qui accepte d'accompagner son père dans ce pays qu'il connaît à peine, cette langue qu'il maîtrise à peine, surtout à l'écrit. Et il va découvrir que non seulement son père s'est remarié, donc il avait un peu une double vie, qu'il a un demi-frère, et à partir de là, il est persuadé qu'il est rejeté par son père. Il est persuadé que son père ne l'aime plus. Et donc, ça va être l'histoire de ce petit Frenchie qui débarque dans un nouveau pays pour lui, même si c'est son pays d'origine, dans une nouvelle famille recomposée. Et dans ce contexte, il va essayer de regagner l'amour de son père par tous les moyens. Et en parallèle, il va aussi essayer de trouver sa place auprès des adolescents du quartier. Et là non plus, il n'a pas les codes, il ne comprend pas tout à fait les règles tout le temps, il ne sait pas trop comment se comporter, il ne sait pas comment être un Marocain quelque part. Et tout va basculer le jour où il fera une rencontre décisive, celle avec un adolescent du quartier qui lui-même est un peu rejeté, ou carrément rejeté, et qui s'appelle Mehdi. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, un film sur le retour au pays, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. On a plutôt le chemin inverse. Et d'ailleurs, dans un court-métrage précédent qui s'appelle Messaoud, qui date de 2006, j'avais raconté l'histoire d'un pêcheur qui décide, avec son petit bateau de pêche, d'immigrer clandestinement en Europe et jusqu'au jour où il apprend que sa femme est enceinte. Donc, ça pourrait presque être le tout premier épisode d'Un été à Boujade. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'était les affres de l'adolescence. Quand on a 12, 13 ans, on n'est plus tout à fait un enfant, on n'est pas encore un adulte, on est un peu entre les deux, et on est étranger par rapport à soi-même, parce que notre corps change, notre voix change, notre attitude, etc. Et je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire entre ce monde-là où on est en train de changer, on est en train de passer à autre chose, et cette immigration inversée où on retourne dans un pays qui est censé être notre pays d'origine, qui est censé être notre pays maternel, mais finalement, ben, on ne s'y reconnaît pas. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on mixe les deux, si on mélange ces deux problématiques? Et voilà, et c'est pour ça que ça a donné un film qui est à la fois sur l'enfance, l'adolescence et sur le thème de l'étranger. Oui, alors dans les années 80, j'ai oublié d'en parler, mais si on voit le contexte français, nous sommes en 86 et je crois que c'est 3 ans après la marche des beurs, si je me souviens Deux bien. ans, 84, ça marche des beurs, oui, tout à fait. 84, voilà, c'est 2 ans après la marche des beurs, donc il y a déjà ce contexte-là. Il y a aussi la loi Pasqua, qu'on peut appeler de manière vulgaire, tiens 10 000 balles et casse-toi. Ouais. C'est-à-dire on encourageait les immigrés à rentrer chez eux via un chèque. Et ça aussi, je voulais en parler. Et en même temps, au Maroc, moi, dans mes souvenirs, euh, quand j'allais au Maroc pendant l'été, eh ben, j'avais des choses qui me rappelaient la France, mais de manière un petit peu détournée, de manière un petit peu décalée, bah, comme Emmanuel. J'étais jeune, j'avais 11, 12 ans. Donc, c'est là où j'ai vu mes premiers films érotiques, c'est au Maroc et pas en France, bizarrement. Et c'est vrai que pour pas choquer les passants, comme les affiches étaient dans la rue, parce que le cinéma était un petit peu de côté, donc les affiches étaient dans la rue, pour attirer les gens, on mettait l'affiche d'Emmanuel, mais on mettait un bandeau noir sur les seins pour pas choquer. Et je me souviens que quelque part, ma première éducation sexuelle, ça a été de voir Emmanuel en douce. J'y allais parce que c'était le cinéma du mari de ma tante, donc je pouvais m'y faufiler, mes cousins me laissaient rentrer, alors je n'avais pas le droit. Et en même temps, il y avait ce bandeau qui disait qu'en fait, il n'y avait rien. Mais en fait, si, il suffisait d'enlever le bandeau. Et c'est ça aussi que j'ai voulu raconter à travers Mehdi. Mehdi, c'est celui, il est marginal, c'est celui qui enlève le bandeau, c'est celui qui veut enlever l'hypocrisie, c'est celui qui veut apprendre un petit peu à aller au-delà des interdits et un petit peu aller au-delà de l'autorité, quoi.
Pour répondre à votre question sur Boujade, oui, Boujade, c'est la ville de mes parents, de mes arrière-grands-parents, etc. Ça a déjà été le décor de mon précédent film qui parlait plutôt de l'enfance. Et c'est une ville qui n'a presque pas trop bougé, quoi. C'est-à-dire qu'elle est un peu bloquée dans son temps, un siècle lointain. Et ça, c'était très, très agréable de pouvoir filmer dans cette ville pour avoir justement ces aspects du décor qui sont un peu sans temps, quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas de temporalité. Sauf que la surprise que j'ai eue, c'est qu'en faisant les repérages, je me suis aperçu qu'ils avaient rajouté une autoroute pas loin. Et une autoroute dans les années 80, dans cette ville, c'est juste de la science-fiction. Et même récemment, une autoroute au Maroc, c'était juste de la science-fiction. Donc là, je me dis, tiens, tout d'un coup, il y a des panneaux bleus qui indiquent qu'il y a une autoroute. Donc je me suis dit, on va vite les cacher ou surtout, on va filmer de telle sorte qu'on ne les voit pas. Donc il y a plein de petites choses comme ça, comme des panneaux, comme des boutiques de vente de téléphones portables, etc., qu'il a fallu à chaque fois cadrer de manière différente pour pas qu'on les voit, mais malgré tout, il y a toujours un peu d'anachronisme, il y a toujours des antennes paraboliques qui n'existaient pas, mais ça, on peut pas les effacer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'aurais jamais le budget de les effacer, surtout quand j'ai vu Spy Game, vous savez, le film de Tony Scott, qui se passe dans les années, il est censé se passer dans les années 90, mais il a été tourné dans les années 2000 et il se passe à Casablanca et ils n'ont pas effacé les paraboles. Donc je me suis dit, si Tony Scott, avec un budget de 110 millions de dollars, n'efface pas les paraboles, Omar Mouldura n'effacera pas les paraboles, on s'en fout de l'anachronisme, ça passe, quoi. Et je me dis, si on est concentré sur l'histoire, des paraboles floues au loin, on ne devrait pas faire attention. Mais malgré tout, il a fallu quand même jongler comme ça avec certaines choses pour éviter, ne serait-ce que les voitures. Là, les automobiles, on peut pas, les voitures, on ne peut pas se tromper. Donc, il a fallu vraiment trouver les voitures d'époque, en louer quelques-unes, les mettre dans le champ, etc. Ça a pris beaucoup de temps avant de trouver un chef opérateur. J'en avais un qui n'a pas pu faire le film parce qu'il était coincé à cause du Covid en Allemagne, etc. Donc, il a fallu trouver un nouveau chef opérateur. Donc, j'en ai appelé plein, j'en ai rencontré plein, et ça n'a pas toujours été évident entre les différents problèmes de planning, etc. Et voilà, j'ai eu de la chance de rencontrer Jean-Marc Selva. Et tout de suite, on a senti qu'on accrochait, que tout de suite, déjà, il y avait un test qui pardonnait pas, c'était de se mettre d'accord sur le fait que le look pellicule est meilleur que le look vidéo. Donc, quand j'avais un chef opérateur qui me dit non, c'est pareil, je lui dis bon, on va pas s'entendre. Parce que le film se passe dans les années 80 et je tenais absolument à avoir un look vintage. Et si j'avais les moyens, j'aurais filmé en 35, mais on a filmé en Alexa, et l'Alexa, on était d'accord tous les deux que c'est la caméra d'Ariflex, que c'était celle qui s'approche le mieux du 35 mm et qui donne ce grain un petit peu vintage, parce qu'ils ont une philosophie d'un siècle derrière eux, Ariflex, des caméras argentiques. Donc déjà là, on était d'accord. Et ensuite, on a rêvé, on s'est dit, voilà, je vais découper pendant des semaines et des semaines pour essayer d'arriver à quelque chose de très maîtrisé, etc. Je lui disais, voilà, mon réalisateur préféré, c'est David Fincher, et on va essayer de faire quelque chose de très bien construit. Sauf que on s'est heurté à la réalité, c'est-à-dire que, j'avais pas le temps de tout découper, j'ai pu découper que la moitié du film. Parce que très très vite, il a fallu filmer, il a fallu prendre la petite fenêtre d'ouverture où le Maroc a ouvert ses frontières pour aller filmer. Avant, on ne pouvait pas, après, on ne pouvait pas. Voilà, l'été 2021. On aurait dû le tourner l'été 2020, mais là, voilà, on était en plein Covid, plein confinement dans le monde entier, et le Maroc avait totalement fermé ses frontières. Sauf qu'on avait déjà fait le casting, et on a dû attendre, décaler tout d'un an. Un an plus tard, le casting, il fallait tout recommencer parce qu'à cet âge-là, ça grandit très vite, les enfants, ça mue. Et il a fallu tout refaire. Et quand le Maroc a réouvert ses frontières, ça a duré un mois et demi, 2 mois, pendant l'été 2021, et on ne pouvait pas louper le coche, quoi. C'est-à-dire, soit on y allait tout de suite, soit pas. Donc, du coup, on n'a eu que 2 semaines de prépa. C'est-à-dire qu'entre le moment où je suis arrivé au Maroc et le moment où on a tourné, j'avais que 2 semaines pour valider le casting, finaliser les repérages, etc. Tout s'est fait sur WhatsApp, quoi, à distance, via l'assistante réalisatrice Amina Saadi, que j'embrasse. C'est-à-dire, grâce à elle, je ne sais pas si j'y serais arrivé. Et pour répondre à votre question sur notre travail avec le chef opérateur, c'est que très vite, on s'est dit, on n'aura jamais le temps de finir le film, on n'aura jamais le temps de tout tourner. En plus, on a des enfants.
il faut toujours multiplier par 2 le temps avec les enfants. Comment on va faire, quoi? Et petit à petit, on a un petit peu mis de côté le découpage et on a essayé toujours d'aller non seulement au plus vite, mais en même temps, moi, je tenais à ce qu'il y ait des plans qu'on ne rate pas. C'est-à-dire que c'était important de filmer les scènes, d'avoir le temps de les filmer, donc d'aller au plus vite, d'aller au plus efficace. Et en même temps, moi, je tenais à ce qu'il y ait quand même une mise en scène qui soit là, qui soit au service du film, au service de la narration, qui ait un peu de poésie. Et je ne voulais pas filmer n'importe comment. Donc, je voulais absolument qu'il y ait des choix de plans. C'est-à-dire, je lui disais, c'est sur 3 plans, on les fait vite. Laisse-moi un plan qu'on appelle le plan roi. Laisse-moi ce plan auquel je tiens, qui va donner la petite patte, qui va donner ce petit quelque chose à la séquence pour la faire un petit peu décoller, quoi. Merci. Donc voilà, on a à la fois improvisé tout en essayant de maîtriser les choses. Alors, c'est un très bon exemple. La scène qui se passe dans le taxi, on a les 2 adolescents, Karim, le héros, donc, qui est à l'arrière et qui enfin se confie à son ami Crimo, qui est à l'avant, qui est dans le taxi de son père. Donc, lui, il est tout content parce que son père le laisse monter dans le taxi, alors que Karim, son père, ne le laisse rien faire. Donc, il comprend pas déjà que son pote, il ait la chance de pouvoir monter dans la voiture du père. Et c'est un peu, j'ai voulu filmer ça comme un confessionnal. Vous savez, dans le confessionnal, il y a toujours un truc au milieu entre les 2 personnes. Et là, je me suis dit, c'est entre la banquette arrière et la banquette avant, c'est comme un confessionnal. Donc déjà, j'ai dit à Jean-Marc, voilà, il faut qu'on soit dans un cocon, comme dans un confessionnal. On est à l'intérieur d'un garage, d'une voiture, une vieille voiture. Déjà, il faut qu'on sente ça. Donc ça, c'est important. Après, on a filmé ça quasiment en plan séquence, alors qu'il y avait 5 minutes de dialogue entre les 2. Et là, chapeau aux petits qui sont incroyables, quoi. Yasser Kazouz et Adam Morjani qui ont joué à merveille cette scène-là. Mais à un moment, j'avais besoin de 2 plans. On n'avait pas le temps de les faire, mais j'en avais absolument besoin, qui sont les plans des regards à travers le rétroviseur. Et comme la scène parle du regard de l'autre, à un moment, il lui dit, mon père, il me voit pas, il me surveille. Donc ça parle aussi du regard que portent les gens sur l'autre. Et ça, c'est le thème de l'étranger. On se sent étranger parce que quelqu'un porte un regard sur nous, on croit que quelqu'un nous voit différemment. Et je me suis dit, pour résumer ça, il faut absolument 2 plans sur le rétroviseur où on voit le regard de Karim et on voit le regard de Crimo. Parce que c'est ça qui résume toute la scène, quoi. Et on n'avait pas le temps, mais j'ai supplié Jean-Marc, me dit, il faut absolument qu'on le sauve, on n'a pas besoin de son. Juste, on fait ça sans le son, sans rien. L'équipe peut sortir, on garde l'éclairage tel quel, mais il faut absolument qu'on ait ces 2 plans, quoi. Parce que voilà, c'est des plans, c'est pas grand-chose, mais ça rajoute tout. C'est l'essentiel. Voilà. C'est la définition de la mise en scène. Alors, la comédienne qui joue le rôle de Leïla, la belle-mère, s'appelle Leïla Fadili. Et c'est une comédienne que j'avais rencontrée en 2006 pour mon premier court-métrage, le fameux Pêcheur, qui veut s'en aller et qui est prêt à abandonner sa femme pour un avenir meilleur, mais qui en même temps risque sa vie. Et Messaoud, qui joue donc le rôle du papa, qui s'appelle Hatim Sadeghi, tous les 2 jouaient ce couple-là. Et je sais pas, de film en film au Maroc, j'avais envie de découvrir de nouveaux acteurs, de nouveaux talents, et j'étais curieux de connaître aussi les acteurs marocains. Je vis en France, donc je connais pas très bien les acteurs marocains. Donc pour moi, à chaque film, c'était l'occasion de découvrir de nouveaux comédiens. Et on a fait des castings, et il y avait toujours quelque chose qui manquait, quoi. Et tout d'un coup, Messaoud Hatim est devenu une évidence de par son physique, parce que j'avais besoin d'un physique très, très maigre, quelqu'un qui prend tellement sur lui, qui en a tellement gros sur la patate, qui prend tellement sur lui que ça se voit que un petit coup de vent, il s'envole. On sent que sa colère est tellement rentrée qu'il va, je sais pas, il va beaucoup consumer son énergie interne. Donc, voilà, j'avais besoin de ce physique-là et Hatim, voilà, il avait exactement ce physique-là. Et en plus, j'avais une image dans la tête, c'est Omar Haddad. Je pensais à Omar Haddad, le jardinier. Et chaque fois que je voyais Hatim, je dis voilà, c'est Omar Haddad, un peu plus maigre, avec un peu la moustache et tout, et ça le fait complètement. Et j'étais un peu dans le cliché de l'immigré des années 80, mais je trouvais que ça marchait très, très bien, quoi. Et quant à Leïla, j'avais pensé à une autre comédienne. Ça ne l'a pas fait pour diverses raisons. Et à un moment, je me suis dit, mais je suis bête ou quoi? Pourquoi je n'avais pas pensé à Leïla depuis le début? Faisons un essai. Ils ont fait un essai, la fameuse scène, je pense, à laquelle vous pensez, c'est la scène de dispute. Oui. Ils ont fait un essai sur WhatsApp. On m'a envoyé la vidéo et elle m'a fait pleurer. Je me dis, waouh, juste un essai par vidéo interposée, j'ai réussi à avoir les larmes aux yeux.
Et là, je me suis trouvé bête. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas repensé à elle plus tôt, quoi. C'était une évidence. C'est le couple d'il y a 12 ans qui se reforme et j'aurais dû penser à ça dès le début. Et elle a quelque chose de vraiment incroyable. C'est tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que elle est à la fois traditionnelle, elle a à la fois un look comme ça, un visage très romantique, comme un peu comme une diva égyptienne, et en même temps, c'est une femme forte, c'est une femme qui est là, c'est une femme qui a de la poigne et qui se laisse pas faire. Et j'avais besoin de ça, quoi. J'avais besoin de ces deux choses que j'ai trouvées de manière très naturelle chez elle. Hmm. Alors, le casting, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a commencé bien avant, parce que dès qu'on a lancé la production, j'arrêtais pas de répéter à la prod, de leur dire on peut tout rater dans ce film, on peut rater la mise en scène, la lumière, le son, mais il y a une chose qu'il faut surtout pas rater, c'est le casting. Voilà, et surtout un casting d'enfants. C'est-à-dire que si ça s'est raté, bah, c'est pas la peine de faire le film. Donc, je voulais qu'on s'y prenne le plus tôt. Et en même temps, on avait un problème, c'est que si on s'y prenait trop tôt, ils auraient le temps de vieillir et de plus être raccord, de plus être les ados qu'on cherche. Donc voilà, donc il fallait trouver déjà le bon timing. Et malheureusement, avec le Covid, la moitié du casting qu'on a fait ne fonctionnait plus. C'est-à-dire le petit Tarek, qui est censé avoir 5 ans, 6 ans, eh ben, un an plus tard, un an et demi plus tard, il faisait plus le petit Tarek de 6 ans. Il faisait tout de suite un jeune enfant, quoi. Donc ça fonctionnait plus. Les voix ne fonctionnaient plus, etc., etc. Donc, il a fallu quasiment tout recommencer, sauf Mehdi, qui est aussi une révélation pour moi. C'est celui qui joue l'outsider, celui qui joue le rôle de Huckleberry Finn, quelque part, qui est juste incroyable, voilà, qui est juste l'évidence. Je sais que c'est un mot un peu galvaudé, mais là, je pense qu'on peut le dire. Et lui, ça a été l'évidence tout de suite. Mais comme il est plus âgé, il est censé être plus âgé, il n'y avait pas de problème. Qu'il ait 16 ou 17 ans ou 15 ans et demi, ça continue à fonctionner. Et quant au personnage principal, Karim, au début, je suis allé sur une fausse piste. Je voulais absolument qu'il soit mignon, qu'il fasse un peu français, Frenchy, qu'il ait la peau blanche, très claire, des bouclettes dans les cheveux, qu'il ait vraiment ce petit côté, voilà, le petit Frenchy qui débarque. Et je suis allé dans le cliché du beau petit garçon, un peu comme le petit Nicolas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne trouvais pas. Et quand on m'a trouvé Yasser, et quand j'ai vu les scènes à côté de Crimo, donc son alter ego, eh ben je trouvais qu'on regardait plus Crimo, c'est-à-dire le deuxième rôle, que lui. Parce que l'autre, comme vous avez dit, il est incroyable, il est super beau. Je l'avais aperçu rapidement dans un épisode d'Homeland et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est cinégénique, c'est incroyable. Et je me dis, c'est dommage, on regarde l'un, mais on ne regarde pas le personnage principal, qui est un peu ingrat, qui est un petit peu, pour dire un peu, ouais, un peu bouboule, quoi, voilà, qui est pas tout à fait fini, qui est, voilà. Et par rapport à Mehdi, c'était encore pire, parce que Mehdi, c'est l'athlète, c'est Tyler Durden, quoi, dans Fight Club. C'est Brad Pitt, quoi, quelque part, toute proportion gardée, mais il y a ce côté musclé, beau, etc. Je me dis, pareil, on regarde que lui qui déchire l'écran et pas lui. Et j'en ai parlé à un ami qui m'a dit, écoute Omar, tu es en train de faire l'erreur que font tous les réalisateurs hommes, c'est ils sont en train de fantasmer ce qu'ils étaient quand ils étaient jeunes. Donc, ils veulent toujours chercher un beau petit garçon. Il dit, va voir du côté des réalisatrices, comme Céline Sciamma, etc., qui, elles, n'hésitent pas à prendre justement des physiques plus normales, quoi. Ils ne cherchent pas forcément que ça soit une beauté, etc. Arrête de faire un film d'homme, fais un film de femme. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais non, en fait, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que là où ça devient original, c'est que lui, il est le moins beau de la bande, mais c'est ça qui le rend le plus intéressant. Il n'est pas fini, il se cherche, il n'a pas d'identité, il ne sait pas s'il est français, s'il est marocain, il ne sait pas qui il est, et ça le rend encore plus touchant d'être ce qu'il est, quoi. Et en plus, il est beau, finalement. Elle l'a interpellé, surtout au Maroc, quand il a fait sa première marocaine à Tétouan. J'ai eu des retours assez bizarres. Ils y ont vu une polémique qui n'existe pas. Je sais pas, ils y ont vu Midnight Express. Alors que c'est pas Midnight Express. Bref, ils y ont vu une relation homosexuelle. Et je savais pas ce qu'on me reprochait. Est-ce qu'on me reprochait de la montrer ou de pas la montrer?
alors que l'histoire, elle est ailleurs. C'est d'abord une histoire d'amitié. Donc, je ne comprenais pas en fait ce qu'on reprochait au film. J'ai l'impression qu'il y avait une polémique sans polémique. Alors, parce que si j'avais vraiment filmé ça, une vraie scène de début d'amour ou de vraies relations qui passent de l'amitié à quelque chose de beaucoup plus physique ou de beaucoup plus intime, là, j'aurais eu vraiment une grosse polémique au Maroc. Donc là, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y avait absolument pas ça, mais quand même, on y a vu la polémique sans que ça soit filmé. Donc c'est assez étrange. Et, euh, et pour répondre à votre question, pourquoi je voulais la montrer, c'est que durant tout le film, ce qui m'a intéressé, c'est la progression de leur relation. Et c'est une progression visuelle aussi. Et justement, le fait d'avoir pris un physique comme celui de Yasser, qui joue Karim, à l'opposé des autres, bah déjà visuellement, ça fait un peu comme Laurel et Hardy, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des duos qui sont un peu improbables, mais qui fonctionnent très bien parce que justement, ils sont improbables, ne serait-ce que d'un point de vue visuel. Et tout au long, je voulais sentir que cette relation était en train de changer. C'est-à-dire qu'au début, elle était basée sur un pur, on va dire, c'était un contrat. On va voler tous les deux. Mehdi, il sait voler, donc il lui apprend à voler des choses, mais il ne peut pas revendre parce qu'il a une sale gueule, il a une gueule de quelqu'un auquel on ne fait pas confiance. Par contre, Karim, lui, il a une petite gueule d'ange, il fait très Frenchy, qui débarque, donc lui, on peut, comme on dit, lui donner le bon Dieu sans confession, si je peux m'exprimer ainsi pour des musulmans. Donc, le pacte, c'est grâce à ma sale gueule, on apprend à voler, grâce à ta belle gueule, on apprend à revendre, et en plus, personne ne te cassera la gueule parce que tout le monde a peur de moi. Donc au début, il y a un pacte. Et donc, je voulais que ça soit purement factuel. Mais au fur et à mesure que ça avance, j'avais montré que derrière ça, forcément, il y a une amitié naissante, quoi. Et derrière cette amitié naissante, il y a aussi la découverte des secrets des uns et des autres. Et cette scène du hammam, non seulement elle est tendre, etc., mais elle est complètement, elle a aucune ambiguïté d'un point de vue sexuel. C'est-à-dire, au début, on voit Mehdi le frotter, et il lui dit enfin, je vais enlever ta peau de Marocain pour faire ressortir ta peau de Frenchie. Donc on revient un peu à ce thème-là, mais il lui dit tout de suite qu'on pape sur moi pour te laver, voilà, pour te laver le reste. Donc l'ambiguïté, elle n'est pas là, quoi. C'est-à-dire tout de suite, il coupe court à l'ambiguïté. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, derrière ça, c'était que Karim, en frottant le dos de Mehdi, va découvrir les cicatrices de Mehdi sur son dos et les nombreuses brûlures de cigarettes qu'il a. Vous Là, voyez? faut pas. Et là, j'en dis pas plus. Donc, c'est une scène qui est aussi là pour révéler certaines choses, certains secrets, certains non-dits, qui disent des choses qui sont hors cadre, mais qui vont révéler le personnage, quoi. Et c'est là où l'intérêt, c'est là où je me suis dit, cette scène, il faut que je la fasse. Peut-être que je tends le bâton pour me faire battre, mais en même temps, il n'y a pas un autre contexte, il n'y a pas une autre situation, et surtout, elle est très jolie visuellement. C'est aussi une façon de, voilà, et merci Jean-Marc de donner quelque chose de beau à l'image, voilà, de tendre, de beau, etc. Mais en même temps, elle révèle des choses. Elle a aussi un but dramaturgique au-delà de ça. Ah Et oui. elle fait évoluer la relation. C'est un peu dur à dire parce que c'est un film semi-autobiographique. Je ne sais pas comment on peut dire. En fait, quand on écrit, je vous avoue que maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qui fait partie du fantasme, qu'est-ce qui fait partie de la pure écriture et qu'est-ce qui fait partie du souvenir. Et à un moment, tout se mélange. Quand on arrive à je sais pas, 10, 15 versions de scénario, on est le but, c'est que le scénario fonctionne. Donc, au bout d'un moment, les scènes, on les enlève, on les rajoute, on les machin, on les malaxe. Donc, j'avoue vraiment sincèrement qu'il y a des choses que voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que ma mère, contrairement à ce que dit le film, n'est pas morte. C'est plutôt mon père qui est décédé il y a quelques années. Et donc, les choses sont pas exactement comme elles sont dites dans le film. Mais par contre, le retour au pays, oui, là, je pourrais dire que quand j'avais 11 ans, donc de zéro, je suis né à Paris, hein, je suis vraiment un petit parigot, quoi. Rue Saint-Denis en plus, c'était à rue Saint-Denis que j'habitais. Et j'avoue que du haut de mes 11 ans, je n'ai pas senti, ou peut-être que je ne comprenais pas, mais je n'ai pas senti de racisme. Je ne sais pas si mon père l'a senti, je n'avais pas eu l'impression à l'époque. Et en plus, mon père disait toujours, j'aime bien vivre au centre de Paris, comme ça, je me mélange pas avec les Arabes. Il me disait même une fois, ma mère disait, mais pourquoi tu acceptes pas les HLM? Parce que les HLM, regarde, tes amis, ils ont des appartements plus grands. Il dit, ouais, mais il y a trop d'Arabes. Ça, c'est mon père, le Marocain, qui disait ça.
Donc, j'avais l'impression qu'il était déjà un peu déconstruit, qu'il n'avait pas envie de se retrouver que dans un endroit. Il n'avait pas envie de, le mot qu'on dit aujourd'hui, qui fait très moche, Ghettoisé. non, quand on n'est qu'entre soi. Oui, de ghettoiser, de se ghettoiser. Et un autre mot, Communautaire. et voilà, le communautarisme. Voilà. J'ai l'impression que mon père, avant tout le monde, était contre le communautarisme. C'est pour ça qu'il a accepté de vivre dans une chambre de bonne. On était 3 et à la fin, on était 5 dans une chambre de bonne à Paris, rue Saint-Denis, mais il préférait ça plutôt que d'aller dans les HLM et qu'on le taxe de machin, etc. Donc, pour répondre à votre question, j'ai pas l'impression qu'il a souffert du racisme, ou peut-être qu'il en a souffert d'une manière ou d'une autre, mais qu'il ne le disait pas. Par contre, quand on est retourné au Maroc, là, il était complètement perdu. C'est-à-dire que le personnage de Karim, j'épouse le point de vue du personnage de Karim qui se sent complètement étranger. Bah, le père, c'est pire. C'est-à-dire que le père et mon père, dans mes souvenirs, il était complètement à côté de la plaque. Il ne comprenait pas comment fonctionnait le Maroc. C'est-à-dire qu'il avait une vision du Maroc de celui qui rentre que pour l'été, avec plein de cadeaux, avec sa R12 qui est chargée jusqu'au ciel, tellement chargée que les amortisseurs touchaient le sol. Parce qu'il allait pour donner plein de cadeaux à tout le monde, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, voilà, il y avait pas Amazon, donc il n'y avait pas la mondialisation, donc il y avait certaines choses qui n'existaient qu'en France et pas au Maroc. Donc il distribuait les cadeaux à tout le monde et on l'appelait le Papa Noël de l'été. Baba Noël de l'été. Et il avait cette image-là qui serait à jamais le Papa Noël de l'été, sauf qu'au jour où il a accepté de rentrer définitivement, il était personne. Il était juste le Français qui débarque et qui ne comprend pas les codes, qui ne comprend pas comment ça marche. Et voilà quoi. Donc, j'ai plus l'impression qu'il a subi une espèce de racisme, je ne sais pas pour parler de racisme, mais de stigmatisation, de quelque chose d'un petit peu délétère, plutôt en retournant, en fantasmant son pays d'origine, en y retournant, plutôt que quand il était en France. Même si on était en pleine montée du racisme, hein, n'oublions pas tout ce qu'il y a eu à cette époque-là, quoi. Et je ne sais pas comment il réagissait par rapport à ça. C'est-à-dire, du haut de mes 11 ans, je n'étais pas assez grand pour avoir ce genre de discussion avec lui, savoir comment il réagissait quand il avait ce genre d'informations le soir dans le journal de 20h. Ouh là là. Vous allez couper le temps de réflexion? Francophone ou français? Donc, pas forcément français. Alors, j'en ai plein. Là, tout d'un coup, disons que ceux qui m'ont inspiré pour faire Un été à Boujade, parce que quand on fait un film sur les enfants, on se dit, bon, comment ils ont fait les autres quand ils ont fait des films sur les enfants. Donc, j'en ai regardé des milliers. Et je suis revenu un peu au classique. Donc, j'ai regardé Le château de ma mère et La gloire de mon père. Et La gloire de mon père m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que ça parle justement du petit Parisien, c'est ça, qui va à la campagne, qui va se lier justement avec un petit paysan, et du père qui ne comprend pas très bien son fils. Quelle version de La gloire de mon père? Celui des années 30 ou des années 90? C'est en noir et blanc ou en couleur? Je crois que c'est celui qui est en couleur. Hein, c'est celui qui est en couleur. Okay. Donc lui, il m'a beaucoup inspiré, Le château de ma mère aussi dans la suite. Et dans les francophones... parce que bien sûr, j'ai vu L'Incompris de Comanche. Hein. J'ai vu forcément la trilogie d'Apu, mais ça, c'est pas francophone. Hein. Abbas Kiarostami ou La Maison de Manami. Donc, c'est vrai que les dernières années, j'ai vu beaucoup de films internationaux sur les enfants. Et quant aux films français, laissez-moi 2 petites secondes. Oui, bien sûr, Le Vieux Fusil. Le Vieux Fusil. Et je me dis, mais pourquoi on ne fait plus des films comme ça? Je trouve incroyable. Je ne sais toujours pas pourquoi il n'y a pas eu de remake depuis. Enfin, il ne faut surtout pas qu'il y en ait, mais je me dis, il est parfait, quoi, ce film. Ah oui, maintenant que vous me lancez là-dedans, oui, Le Vieux Fusil, incroyable. Et je crois un de Claude Sautet, vous savez, où ils font un accident de voiture, puis après... Les choses de la vie. Hein? Les choses de la vie. Les choses de la vie, voilà, les choses de la vie. Et là, je me suis dit pareil, mais pourquoi on ne fait plus des films comme ça en France? Pourquoi on ne fait plus des films
où il y a un vrai scénario, vous voyez, où il y a une vraie mise en scène, il y a une vraie dramaturgie, et en même temps, ça n'empêche pas d'être un vrai film d'auteur. Voilà, les choses de la vie, bah oui, magnifique, quoi.